Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, nombreux d'ailleurs, pour l'inauguration du cycle de l'année 2020 pour le Collège Belgique, et j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux et les meilleurs vœux de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique pour cette année 2020. Alors, traditionnellement, et depuis sa création, le Collège Belgique est patronné, aidé, soutenu par le Collège de France, et l'inauguration de notre cycle annuel se fait toujours par une conférence d'un membre du Collège de France, et c'est aujourd'hui Alain Supiot qui est notre invité, et d'emblée je le remercie pour l'honneur qu'il nous fait de nous rejoindre ce soir. Je pense que l'affluence, nous avons dû clôturer les inscriptions quelques jours avant cette conférence, indique l'intérêt de cette soirée, de cette inauguration, intérêt bien évidemment par la qualité de son orateur, intérêt par évidemment le thème qui est abordé, qui est un thème absolument fondamental aujourd'hui, on le sait, et je me permets de faire à ce propos la publicité du dernier livre que vient de publier Alain Supiot, qui porte un merveilleux titre, La force d'une idée, et dans lequel il aborde le sujet de la justice sociale en publiant à l'occasion, en republiant un texte d'Alfred Fouillé. Donc, je vous remercie de votre présence, je remercie le Collège de France de son soutien, et puis vous verrez, et dans un instant, la présidente du Collège Belgique aura l'occasion de vous tracer les grandes lignes du programme de 2020. Je souligne en tout cas que nous avons souhaité mettre l'accent sur des cycles, d'avoir une certaine longueur pour approfondir un sujet et ne pas être dans la culture du zapping. Donc vous verrez qu'il y a dans le projet, dans le programme de 2020, un certain nombre de cycles qui s'étalent de 4 à 6 leçons. C'est une nouveauté. Une autre nouveauté est un nouveau siège. L'année dernière, le siège de Paris a été inauguré pour le Collège de France et le Collège Belgique, et nous avons 4 conférences qui sont données à Paris, boulevard Saint-Germain, à la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Et puis, cette année, nous inaugurons un siège à Rome, à l'Accademia Belgica, via Omero, ce qui est une manière d'internationaliser les activités du Collège Belgique. Ce Collège Belgique est l'histoire aussi d'une collaboration, non seulement avec le Collège de France, mais aussi avec l'ensemble des académies francophones qui siègent dans ce palais des académies, à savoir la littérature, langue et littérature française, et puis l'Académie royale de médecine. Et j'en profite pour saluer son secrétaire perpétuel, professeur Jean-Michel Fouadard. Voilà, je vais céder la parole à Claude Thomberg, qui va vous en dire un peu plus du Collège Belgique 2000, version 2020, mais je voudrais insister et remercier encore une nouvelle fois notre orateur de ce jour, Alain Supiot, pour la conférence, mais aussi pour le choix du thème qu'il a proposé de dévoiler ce soir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous ouvrons ce soir la 12e session annuelle du Collège Belgique ici à Bruxelles. Avec enthousiasme car le programme 2020, préparé en collaboration avec l'Académie royale de médecine de Belgique et l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, vous propose à nouveau de belles aventures intellectuelles, explorant les connaissances scientifiques les plus récentes et les actualités culturelles.
Le Collège Belgique, mesdames, messieurs, c'est d'une certaine manière y regarder de près afin de voir loin. En effet, les cours-conférences vous proposeront également des réflexions sur des thématiques sociétales, interrogeant les perspectives d'avenir sans concession, avec lucidité et objectivité, avec l'espoir de favoriser la connaissance, la réflexion, la critique et les choix d'avenir les plus pertinents. Alors, vous allez me dire avec raison que les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Cependant, le Collège Belgique nous suggère de la plus belle manière que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de contribuer à le créer. Et ce message est bien passé, car au cours de ces 12 années, le succès du Collège Belgique n'a pas faibli, bien au contraire. La formule fait mouche. C'est que le Collège Belgique répond à un besoin grandissant d'informations aux sources validées, loin des fake news, voire des tentatives de désinformation. De plus, par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes assaillis d'informations diverses et variées dans des domaines que bien souvent nous ne maîtrisons pas du tout, ou tout du moins, dont nous ne maîtrisons pas toutes les nuances et subtilités. Et c'est là un des rôles des cours-conférences, apporter une synthèse objective, éclairant les éléments pertinents d'une réflexion et d'une pensée juste. C'est aussi attirer notre attention sur tous ces éléments auxquels nous n'aurions jamais pensé. Le besoin de connaissances tel que révélé par le succès du Collège Belgique est sans doute également lié à une inquiétude palpable face aux défis inédits auxquels nous sommes confrontés. Alors que les équilibres géopolitiques changent drastiquement, que nos modèles sociétaux et économiques sont questionnés, que les équilibres écologiques semblent bouleversés, que nos relations aux autres sont modifiées par les réseaux sociaux et les communications électroniques, en même temps, les développements technologiques n'ont jamais évolué aussi rapidement. Il s'agit là de défis conséquents, car si le propre de l'homme est probablement son succès adaptatif, jamais au cours de notre histoire, les évolutions technologiques et les modifications des modes d'apprentissage n'ont été aussi rapides. Sans compter qu'ils touchent potentiellement à notre nature d'homme par la possible augmentation de l'humain par la biomédecine. Mais grâce au Collège Belgique, nous avons des moyens d'avancer en accord avec Marie Curie lorsqu'elle affirmait que rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. Le Collège Belgique a fait sien le proverbe chinois selon lequel toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Et cette année, les semences seront particulièrement nombreuses. Ce ne seront en effet pas moins de 112 leçons qui seront dispensées ici à Bruxelles, certaines sous le format classique d'un cours-conférence de 2 heures, d'autres sous le nouveau format du cycle de 4 à 6 conférences groupées autour d'un thème commun. Cette formule permet d'appréhender un sujet en combinant différentes perspectives. Je vous donne un exemple. Imaginez en effet un ingénieur, un physicien et un mathématicien à qui on demanderait de construire une clôture pour regrouper les moutons en utilisant le moins de matériaux possible. L'ingénieur pragmatique fera regrouper le troupeau dans un cercle et décidera de construire une barrière tout autour. Le physicien, imaginatif et soucieux de ne perdre aucun mouton, construira une clôture d'un diamètre infini et tentera de relier les bouts de la clôture entre eux jusqu'au moment où tout le troupeau pourra tenir dans le cercle. Quant au mathématicien, cartésien, il préférera quant à lui construire une clôture autour de lui-même et se définir comme étant à l'extérieur. C'est que les différences de point de vue peuvent aussi être inattendues qu'enrichissantes. Et donc ce seront 10 cycles de cours-conférences qui seront organisés cette année, dont 9 à Bruxelles et à Namur. Nous serons entre autres amenés à réfléchir aux théories de l'effondrement, aux enjeux climatiques et politiques de la transition électrique, à l'évolution des océans, à la robotisation de la vie, à la composition de l'univers, à l'islamisation, à la pauvreté et la mendicité mise en perspective de l'Antiquité à la période contemporaine, à la laïcité et à la relation entre l'homme et l'animal. En outre, le Collège Belgique recevra le Collège de France pour 2 leçons,
où le professeur Duboul nous amènera à réfléchir aux conséquences des modifications du génome, et le professeur Errand au ressort de la migration internationale. Le Collège Belgique vous proposera également 3 colloques, ainsi que des cours-conférences dans le cadre des différentes chaires de l'Académie. N'oubliez pas également le site l'académie.tv qui permet à tous les citoyens d'accéder facilement et gratuitement à une très large palette de sujets scientifiques et sociétaux. À ce jour, plus de 1700 conférences sont disponibles aux visiteurs. Sachez également que le Collège Belgique vient d'être récompensé mardi dernier au FNRS Award par le Fonds Bernards pour les activités de son site l'académie.tv. Le Collège Belgique a bien sûr une multitude de nouveaux projets, et parmi ceux-ci, de nouveaux cours, conférences qui sont destinés aux élèves du secondaire des écoles de Bruxelles et de Wallonie et qui leur permettront de dialoguer directement, de poser leurs questions avec des spécialistes de la discipline, et nous espérons pouvoir ainsi contribuer à développer leur esprit scientifique, leur esprit critique, la manière dont ils peuvent rassembler les connaissances et instrumenter des débats et des discussions. Alors, tout cela ne serait pas possible sans le dévouement et l'équipe du Collège Belgique. Jean-Pierre Devroy, en tant qu'administrateur délégué, veille à tous les détails pour assurer le succès du Collège Belgique. Et je voudrais l'en remercier en notre nom à tous très chaleureusement. Ainsi que Catherine Hockey, directrice opérationnelle du Collège Belgique, Léonore Ponsin et Stéphanie Kless, qui gèrent le Collège Belgique à Bruxelles, Vanessa Colombana, qui gère le Collège Belgique à Namur, mais aussi à Liège et à Mons, Kevin Saladé, qui gère le Collège Belgique à Charleroi, Loredana Bussemi, qui réalise les graphismes, et notre équipe de preneurs de son et d'images, Nevzat Mohamed et Colin Pivin. Je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique, les académiciens et les orateurs qui ne ménagent ni leur peine ni leur temps pour assurer des cours-conférences de haut vol. Et c'est une conférence sur un thème au centre de l'actualité que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un instant. Et je cède la parole à François Host qui va vous présenter notre prestigieux conférencier de ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2020 et que les cours-conférences du Collège Belgique puissent vous inspirer. Mesdames, Messieurs, le professeur que notre Académie, le Collège Belgique, a l'honneur de recevoir ce soir est un juriste atypique et inactuel. Et je sais qu'il prendra ces 2 adjectifs pour un compliment. Humaniste, ouvert à toutes les cultures, Alain Supiot se démarque au sein d'une corporation parfois tentée par l'hyperspécialisation et les séductions de l'efficience managériale. Auteur engagé, ne cachant rien de ses fortes convictions, Alain Supiot tranche dans un milieu qui se range plus volontiers du côté du prince et qui, lorsqu'il prétend faire œuvre scientifique, se réfugie généralement dans une neutralité dite positiviste. Alain Supiot est donc un juriste atypique et inactuel, mais rassurez-vous, ça le réjouirait plutôt, lui qui rappelait récemment, je le cite, que dans le mainstream ne nagent que des poissons morts. Docteur d'État en droit, Bordeaux, 1979, agrégé des facultés de droit un an plus tard, Alain Supiot a été successivement professeur à l'université de Poitiers, puis à l'université de Nantes, sa ville de prédilection, puis membre senior de l'Institut universitaire de France en 2001, avant d'être élu, ça ne vous aura pas échappé, en 2012 au Collège de France, à la chaire intitulée « État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités ». Il succédait ainsi à la chaire de droit qu'occupait précédemment Mireille Delmas-Marty. Alain Supiot est membre correspondant de la British Academy et docteur honoris causa de plusieurs universités, dont 2 universités belges, Liège et Louvain-la-Neuve. Il a présidé de 1998 à 2000 le Conseil national de développement des sciences humaines et sociales.
et est membre depuis 2014 du Conseil stratégique de la recherche. Sa carrière a été marquée par plusieurs séjours importants à l'étranger, des séjours de recherche à Berkeley, Florence, Berlin. À Nantes, Alain Supiot a fondé en 1993 la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, je pense que c'était la première en France, qui promeut une approche transdisciplinaire des transformations du lien social. Lorsqu'en 1998, le gouvernement de Lionel Jospin lui confie la présidence du Conseil sur l'avenir de la recherche scientifique en sciences sociales, il propose alors la création d'un institut sur le modèle du Wissenschaftscollege de Berlin. L'idée se concrétise 10 ans plus tard, en 2008, avec le lancement de l'Institut d'études avancées de Nantes, qui accueille, notez-le bien, en résidence scientifique des chercheurs d'horizons géographiques et disciplinaires très différents, et qui se veut un lieu d'innovation intellectuelle, une pépinière de réseaux de collaboration scientifique durable. Un lieu où puisse se déployer le travail de la pensée sous sa forme la plus originale, la conversation scientifique. Ici, je cite Alain Supiot dans un entretien qu'il a accordé récemment, ici, c'est tout le contraire de l'université. Pas de programmation de la recherche, pas d'enfermement disciplinaire, pas d'évaluation quantifiée. Les seules contraintes consistent à habiter sur place, à participer à un séminaire hebdomadaire et à partager 3 repas par semaine. Le rêve. Après avoir dirigé cet institut de 2008 à 2013, Alain Supiot assure, je pense depuis lors, la présidence de son comité stratégique. Notre invité est par ailleurs, et c'est l'essentiel, l'auteur d'une œuvre très importante en droit du travail et en théorie du droit. Ces ouvrages sont connus et discutés. La plupart sont traduits, comme par exemple Homo Juridicus, maintenant disponible en non moins de 10 langues. L'essentiel de son activité scientifique, Alain Supiot l'a consacré au droit du travail et au droit de la sécurité sociale, branche considérée par le mainstream comme plutôt périphérique et mineure, en même temps qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la valeur travail se discréditait. Dans son ouvrage Critique du droit du travail de 1994, réédité en 2007 et 2015, qui est devenu un grand classique, Alain Supiot montre comment le droit du travail a servi, à l'encontre de ce que pense le mainstream du côté périphérique et mineur de la branche, a servi à réintroduire la prise en considération de l'humain dans un univers juridique dominé par le grand partage des personnes et des choses, dans un cadre contractuel inhérent à l'institution du marché du travail. Aussi, ce droit du travail opère-t-il, tente-t-il la synthèse entre des normes techniques et factuelles, des normes économiques et des normes juridiques inspirées par des valeurs partagées comme la justice et la dignité humaine. Inlassablement, notre orateur rappelle à cet égard les grands principes inscrits dans la déclaration de Philadelphie, la bien nommée, qui, en 1944, affirme sur les ruines laissées par les guerres, les idéologies scientistes et les grandes aventures totalitaires, affirme que la justice sociale est la condition de la paix. Affirme aussi que le travail n'est pas une marchandise. Et à ce propos-là, je note que dans sa dernière leçon au Collège de France, Alain Supiot précise que le travail n'est une marchandise à rigoureusement parler que dans les carnets de compte des négociants esclavagistes. Et enfin, troisième principe rappelé par Philadelphie, entre autres, la déclaration de Philadelphie, concerne le pourquoi et le comment du travail, qui réside, je cite, dans des occupations où les travailleurs aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance, et ainsi, ça c'est le but, de contribuer au bien commun. Ainsi, au travail marchandise s'oppose le travail conçu comme une œuvre porteuse de sens. À la liberté du travail s'ajoute alors la liberté dans le travail. Il reste que le monde change très vite, on vient de nous le rappeler.
et que la fin du XXe siècle s'accompagne de bouleversements, mondialisation des marchés, passage au numérique, crise écologique, des bouleversements qui vont profondément bouleverser les conditions de ce travail, et particulièrement de l'emploi salarié. En 1997, la Commission européenne confie à l'Insupio la direction d'un groupe international et interdisciplinaire de chercheurs sur la question du devenir du droit du travail en Europe. Le rapport qui en résulte montre que l'épuisement relatif du paradigme de l'emploi salarié s'accompagne de divers dispositifs qui trahissent l'émergence d'un état professionnel des personnes, susceptible d'assurer une continuité, un élargissement des droits sociaux, par-delà la discontinuité des positions occupées sur le marché du travail. Ainsi, l'analyse des transformations du droit positif permet de mettre en lumière l'ambivalence des évolutions en cours et de montrer que si, d'un côté, elles font courir des risques bien réels de régression de la protection des travailleurs, qui consacrerait alors un retour à un en-deçà de l'emploi, ces évolutions offrent aussi des opportunités nouvelles pour l'émancipation au-delà de l'emploi. Il reste que les crises se multiplient et que les tensions s'aggravent sur le fond de néo- ou d'ultralibéralisme. À l'encontre des prétentions de ce que notre orateur appelle le marché total, qui tente à transformer en marchandise absolument toute valeur, y compris donc le travail, mais aussi la nature et la monnaie, et à les soumettre à une gouvernance par les nombres, démantelant ainsi les conquêtes de l'État social. Eh bien, à l'encontre de ces évolutions, Alain Supiot s'attelle à repenser les conditions d'un État social pour aujourd'hui, qui, grâce à la démocratie économique, sache réinventer le sens et la liberté du travail dans un contexte numérisé et une nature menacée. Mais un tel projet repose sur les vertus de l'institution et du droit. Or, explique Alain Supiot, ce droit lui-même est entré en crise, dès lors qu'il tente à oublier son ADN, que j'appellerais, en accord avec lui, la logique du tiers. Et c'est ici que nous abordons le second grand volet de l'œuvre de notre invité, sa réflexion de théoricien du droit. Alain Supiot écrit à la page 12 de sa leçon de clôture au Collège de France du 22 mai 2019, je le cite, « L'ordre juridique est un ordre ternaire qui fait de l'hétéronomie d'un tiers impartial la condition de l'autonomie reconnue à chacun. Or, poursuit-il, cette ternarité tend à être effacée par l'imaginaire de la technoscience-économie contemporaine qui projette sur les sociétés humaines le fonctionnement binaire des arborescences logiques à l'œuvre dans nos machines intelligentes. » Cette thèse, il l'a développée dans un livre majeur que j'ai déjà évoqué, Homo Juridicus, publié au Seuil en 2005. Dans le sillage des travaux de Pierre Legendre, historien du droit et psychanalyste, il rappelle la dimension instituante du droit, seule capable dans la pensée occidentale de lier, de penser ensemble les dimensions biologiques et symboliques qui toutes deux sont constitutives de l'humain. C'est ce qu'Alain Supiot appelle, donc cette fonction de liaison, il l'appelle la fonction anthropologique du droit, qui fait de lui, qui fait du droit, et ce terme a souvent été mal compris, une dogmatique. Rigoureusement, une technique de croyance partagée, de vérités indémontrables mais vitales, au premier rang desquelles la dignité de l'être humain. Une telle dogmatique ne procède ni d'une révélation religieuse, ni d'une nécessité scientifique. Elle est œuvre pleinement humaine et répond au besoin vital de toute société de partager un même devoir-être, un même idéal normatif qui puisse la prémunir de la guerre civile, de la guerre de tous contre tous. C'est précisément cette dogmatique juridique, c'est-à-dire la croyance en la nécessité d'un tiers symbolique et transcendant. On peut penser à la figure du juge, par exemple. C'est cette dogmatique juridique qui entre en crise dans le contexte de financiarisation du monde et de la gouvernance par les nombres. Dans ce projet scientiste, dont l'amorce se trouve dans le taylorisme, autant que dans la planification soviétique, l'homme est traité comme une machine programmable
et soumis à des objectifs chiffrés, à la fois dépourvus de sens humain et aussi tout simplement de contact avec la réalité. La norme est alors censée sourdre, jaillir directement du réel, et l'obéissance à des lois justes que l'on se donne à soi-même fait alors place à la conformation à des indicateurs chiffrés imposés du dehors. À ce contexte de glaciation intellectuelle et de durcissement politique, qui, dans nos milieux universitaires et académiques, se traduit par la tentation de faire des idées aussi un marché soumis aux impératifs de rendement et de compétitivité, Alain Supiot, et je termine par là, oppose le modèle de la République des lettres, qu'il définit, je le cite encore, comme un ordre ternaire, encore un ordre ternaire, qui soumet la relation entre ses membres à une même référence à la vérité. Cette République des lettres est garantie par le droit, sous la forme notamment de la liberté académique, de l'autonomie des universités et aussi d'un statut stable du chercheur soumis en contrepartie à une déontologie exigeante. Une république souscrivant, et je termine par là dans le contexte académique de ce soir, souscrivant à l'idéal de l'académicien, défini comme œuvrant du même pas au progrès du savoir et à celui du bien public. Ou alors, plus modestement, c'est la figure du jardinier auquel tu te réfères, cher Alain, ce jardinier qui, dis-tu, cultive l'art de l'attention aux conditions d'éclosion du génie propre de chaque plante, idéal de l'enseignant aussi. Alors, place donc à l'académicien jardinier. Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, cher François, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord dire ma gratitude pour l'honneur qui m'a été fait de m'inviter en votre collège Belgique. Comme vient de le dire François Host, les académies sont la mise en œuvre institutionnelle d'une idée qui s'est faite jour à la Renaissance et qui est que la connaissance a une valeur en soi, pas seulement comme moyen de poursuivre d'autres fins. Et cette idée qui, dans le cas britannique, qui avait donné lieu à la figure du gentleman, indépendant de toute pression économique et de tout intérêt, et qui poursuit uniquement cette recherche du vrai, a pris, il est vrai, en Europe continentale, la forme des académies. Donc, c'est dans un temple de la liberté que nous sommes réunis ce soir, et je m'en réjouis à une époque où, il est vrai, la tendance forte est de considérer la recherche à l'aune de ses produits et à la soumettre à des techniques d'évaluation importées du monde de l'entreprise. L'autre raison pour laquelle je suis toujours particulièrement heureux de venir en Belgique, c'est que, comme les Belges, je ne suis pas parisien. Je sais ce que c'est que d'être regardé d'en haut. Et je sais aussi l'avantage qu'il y a à vivre et travailler dans un lieu où on ne peut pas se croire au centre du monde. C'est un pas premier pour une épistémologie raisonnable. Et donc, pour moi, il règne dans votre pays un air de liberté universitaire. Il a ses difficultés, comme partout. Une attention à la diversité des modes de pensée, des cultures, des langues, que je trouve toujours revigorante. Donc je dois vous parler ce soir, en effet, au moment où il fallait donner un titre, alors c'était bien avant que je vienne, donc j'étais un peu pressé, de façon fort courtoise, mais de donner ce titre dès que possible. Et j'avais donc pensé faire une sorte de glose de cette expression « il n'est pas de paix durable sans justice sociale », dont je vais vous rappeler l'origine, et que je vais présenter là peut-être avec un sous-titre qui sont quelques réflexions sur les voies de la non-violence, parce qu'il me semble que l'un des diagnostics qu'on peut faire avec le regard du droit
c'est une montée progressive de formes inédites de violence. Or, la création en 1919 de l'Organisation mondiale du travail a déjà été une réponse à la démesure meurtrière de la Première Guerre mondiale. Et la célébration du centenaire de la création de l'OIT a été marquée par l'adoption d'une convention, numéro 190, qui, je cite, « concerne l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ». Fin de citation. La volonté d'éliminer la violence qui inspira la création de l'OIT demeure intacte, mais nous allons le voir, cette convention révèle une toute autre approche des causes et des manifestations de la violence. En 1919, la violence que l'OIT devait contribuer à éradiquer était celle qui s'exerce entre les nations. En témoigne cette forte affirmation qui ouvre le préambule de sa Constitution et qui a été réitérée en 1944 par la Déclaration de Philadelphie. Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Cette affirmation n'a pas été le fruit d'un idéalisme naïf. Elle a été l'amère leçon tirée des massacres déments qui, de Verdun à Hiroshima en passant par Auschwitz, ont marqué la première moitié du XXe siècle. Inédits dans l'histoire humaine, aussi bien par leur ampleur que par leurs modes opératoires, ces massacres ont pris la forme d'extermination conduite sur le mode industriel, justifiant pleinement cette remarque de Gandhi en 1946, je cite, « La bombe atomique a éteint le plus précieux sentiment qui ait soutenu l'histoire de l'humanité pendant des siècles. Il s'agissait des prétendues lois de la guerre qui la rendaient tolérable. Maintenant, nous connaissons la vérité nue. La guerre ne connaît pas d'autre loi que la force. » Fin de citation. Alors, cette prise de conscience obligeait à poser à nouveau frais la question des conditions d'une paix universelle et durable, question devenue existentielle pour l'humanité entière dès lors qu'elle dispose des moyens de s'autodétruire. Et c'est là aussi l'expérience historique qui conduisit à admettre que l'injustice sociale, si elle excède certaines bornes, engendre inéluctablement la violence entre les nations, mais aussi la violence à l'intérieur des nations, violence dirigée contre des groupes érigés en boucs émissaires. À vrai dire, ce savoir n'est pas nouveau. Il se trouve déjà chez Platon, selon lequel, je cite, « Si un État veut éviter la désintégration civile, il ne faut pas permettre à la pauvreté et à la richesse extrême de se développer dans aucune partie du corps civil, parce que cela conduit au désastre. C'est pourquoi le législateur doit établir quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté. » Au XVIIIe siècle, Montesquieu, tout en louant les vertus pacificatrices du doux commerce entre les nations, estimait, je cite, j'ai toujours plaisir à citer le français du XVIIIe siècle, et spécialement celui de Montesquieu, « Pour maintenir l'esprit de commerce, il faut que les lois, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir. » Fin de citation. Ces textes sont importants, c'est d'eux que viennent les techniques successorales qui ont obligé à la division des successions. Donc les révolutionnaires français avaient lu ces choses-là. La Constitution de l'OIT, la Déclaration de Philadelphie qui la complète, ont donné une portée normative à ce savoir plurimillénaire en faisant de la réalisation de la justice sociale à l'intérieur et entre les nations, je cite, « le but central de toute politique nationale et internationale ». Cette expression est dans la Déclaration de Philadelphie. Vite délaissé dans l'ordre international après l'échec du projet de charte de La Havane en 1948, cet objectif a en revanche inspiré un grand nombre de pays dans le monde qui ont fait de la justice sociale l'un des premiers ou le premier fondement constitutionnel de leur ordre juridique et ont bâti sous des formes diverses un État social. Mais à compter des années 80
et de la conversion des régimes communistes à l'économie de marché, la plupart des gouvernements ont renoncé de facto à cet objectif, sous l'empire de l'ouverture des frontières du commerce et d'une doctrine économique dénonçant la justice sociale comme un dangereux mirage. C'est un des titres d'un ouvrage de Friedrich Hayek. Et Hayek est un économiste intéressant parce qu'il avait de la culture, c'était un juriste d'origine. Ils se sont employés à cultiver les avantages comparatifs de leur pays dans une course devenue mondiale au moins-disant social, fiscal et écologique. Et ce race to the bottom a engendré un creusement vertigineux des inégalités qui a nourri en retour un puissant sentiment d'injustice sociale ainsi que l'émigration massive de jeunes privés d'un travail décent dans leur propre pays. La rage sourde contre l'injustice que l'on sent à l'œuvre dans beaucoup de sociétés aujourd'hui est captée par des démagogues qui la détournent vers des ennemis intérieurs ou extérieurs sans remettre en cause les vertus supposées de l'ordre spontané du marché. Prenant le relais de l'anarcho-capitalisme, cet ethno-capitalisme concerne au premier chef des pays qui furent les champions du néolibéralisme, je pense bien sûr ici aux États-Unis ou au Royaume-Uni actuellement. Mais il se manifeste partout dans le monde, dans des nations aussi différentes que l'Inde, la Hongrie, le Japon ou le Brésil. Se reproduit ainsi un phénomène déjà mis en lumière par Karl Polanyi lors de la montée du fascisme et que Roosevelt résuma parfaitement dans son Second Bill of Rights, c'est le dernier discours qu'il fait en janvier 1944, peu avant sa mort, en déclarant, je cite, que ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures. Cette identification des racines socio-économiques de la violence était présente dès 1919 dans le préambule de la Constitution de l'OIT, au terme de laquelle, je cite, « L'injustice, la misère et les privations engendrent un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. » C'est un constat que l'on peut faire actuellement dans de nombreux pays, à commencer par le mien. Le lien étroit ainsi établi entre la violence et l'injustice sociale a cependant mystérieusement disparu de la Convention 190 concernant l'élimination de la violence dans le monde du travail, adoptée à l'occasion du centenaire de l'OIT. Cette convention procède d'une démarche comportementaliste qui attribue la violence à des représentations mentales qu'il suffirait d'éradiquer, et elle fait de la paix l'objet d'un nouveau droit individuel. À vrai dire, la capacité d'inventer de nouveaux droits individuels est infinie. Ce nouveau droit, c'est le droit de toute personne à un monde de travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre. Tout en partageant pleinement les objectifs poursuivis par cette convention, on peut douter de la méthode adaptée pour les atteindre. Les communautés humaines, qu'il s'agisse de nations ou d'entreprises, ne sont pas réductibles à des collections d'individus titulaires de droits, car l'effectivité de ces droits suppose l'existence d'un ordre institutionnel qui fasse primer la justice sur la loi du plus fort. La paix n'est pas un état spontané, elle suppose, ainsi que l'a déclaré la Déclaration universelle de 1948, l'existence de ce qui en français est dénommé régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Or, ce régime de droit est aujourd'hui profondément ébranlé, ainsi que nous le verrons dans la première partie de cet exposé qui sera consacrée aux conditions institutionnelles d'un État pacifique. Mais pour qu'un tel État pacifique soit durable, il doit ménager des voies non violentes d'expression des désaccords entre les hommes. C'est la raison pour laquelle la non-violence ne désigne pas seulement un État, mais aussi une action pacifique. Sous le sens actif de l'ahimsa que lui a donné Gandhi, elle est la base philosophique d'un mode d'action politique auquel se référait toujours Gandhi, qui est le satyagraha. Cette notion a été assez mal traduite par résistance passive. En fait, satyagraha, ça veut dire, au sens littéral, s'agripper à la vérité, c'est-à-dire opposer à un ordre injuste
non pas la force physique, mais la force d'âme de celui qui refuse d'y obéir. En vrai dire, ce sens actif plonge ses racines dans la tradition indienne qui prête une force irrésistible à la vérité lorsqu'elle se manifeste dans l'accomplissement d'un devoir. Mais il a acquis une portée générale avec les droits d'action collective reconnus par le droit international. Et donc j'y reviendrai dans la seconde partie de cet exposé. Donc la première partie est consacrée aux conditions institutionnelles de la non-violence. Et pour aborder cette question dans le monde contemporain, force est de partir de quelques données anthropologiques de base, dont certaines ont été évoquées par François dans son aimable présentation. La violence exercée par les hommes sur leurs semblables peut être imputée à la pulsion de mort inhérente au psychisme humain lorsque cette pulsion est retournée vers l'extérieur. Dans une certaine mesure, elle est sans doute aussi un héritage du caractère hautement prédateur de l'espèce humaine depuis son âge préhistorique. Mais elle n'est pas pour autant réductible à une nature biologique, car elle s'ancre dans la vie symbolique qui est le propre de l'espèce humaine. Qu'elle se déploie dans le langage, dans l'art ou dans la technique, cette vie symbolique permet à l'être humain de s'arracher à l'ici et maintenant de son être animal. Je dirais, s'il fallait définir l'être humain, c'est un mammifère qui a la tête ailleurs. Mais elle lui pose un problème ignoré des animaux, celui d'accorder l'univers de leur monde mental avec les réalités physiques et sociales de son milieu vital. Et là, je pourrais citer Prévert qui dit « Le monde mental ment monumentalement ». Donc il faut établir et maintenir un tel accord, et c'est cela l'affaire des institutions, qui, référant les hommes à une norme commune, donnent à leur vie un sens partagé et fondent ainsi les sociétés humaines dans leur infinie diversité. C'est de là que vient le sens premier, largement oublié des historiens, du mot « civilisation », qui fut de placer les relations entre les hommes sous l'empire du droit civil. Je crois que c'est Henri Lefebvre qui dit c'est un terme de basoche, bon, pour l'éliminer. Mais ça n'en est pas moins inspirant. L'hétéronomie est ainsi caractéristique de la norme sociale qui n'est pas de même nature que la norme biologique. Car à la différence des organismes vivants, dont la règle est inhérente à leur fonctionnement, les sociétés n'obéissent pas à des règles de fonctionnement qui leur soient inhérentes. Elles ont besoin de règles et ne sont pas autorégulées. C'est pourquoi le lien social a toujours une structure ternaire et non simplement binaire. Cette ternarité est inhérente au langage. À la différence des cris que s'adressent les animaux, les langues humaines ne sont pas des collections de signaux, mais des structures symboliques auxquelles ceux qui les parlent se réfèrent. Il faut co-référer, dit Benveniste. C'est en se soumettant à cette référence, qu'il a reçue en partage avec ses semblables, que chaque être humain peut s'exprimer librement et échanger avec eux des paroles plutôt que des coups. Mais encore faut-il, pour que cet échange advienne, pouvoir se fier à la parole d'autrui. Autrement dit, et là nous touchons à la première condition institutionnelle de la non-violence, cette première condition, c'est le crédit qu'on peut apporter à la parole, le crédit de la parole. Il n'est donc pas surprenant que la ternarité du langage se retrouve dans les institutions religieuses ou juridiques qui garantissent ce crédit de la parole. Ainsi que l'a mis en évidence Alexandre Kojève dans sa phénoménologie du droit, je cite Kojève, « Le droit, quel qu'il soit, ne peut exister que là où il y a au moins 3 personnes, 2 sujets de droit et une règle de droit, et par suite une personne distincte des 2 autres, qui soit crée cette règle, soit l'applique, soit l'exécute. » Pour le dire avec les mots éclairants de François Host, le droit exige de savoir compter jusqu'à 3. C'est une façon subtile d'attirer des jeunes gens peu doués en maths dans les facultés de droit. Cette ternarité est généralement ignorée des sciences sociales, et notamment des sciences économiques. Ceci conduit à des contresens dans le maniement de situations juridiques de base, comme par exemple le contrat ou la propriété. Le contrat n'est pas cette relation binaire entre 2 contractants où tend à le réduire la vulgate politico-économique,
C'est une relation nécessairement ternaire puisqu'elle implique une commune référence des deux contractants à une loi commune, pacta sunt servanda, qui les oblige à respecter la parole donnée. Et il en va de même du droit de propriété, qui n'est pas un lien direct d'une personne à une chose, car son opposabilité à autrui suppose la possibilité de saisir un tiers impartial qui contrôlera sa légalité. La propriété n'est nulle part plus menacée que là où la figure de ce tiers est absente ou évanescente, laissant libre cours au seul rapport de force. Donc, infiniment diverses, les formes prises par ce cantonnement institutionnel de la violence ont évolué dans l'histoire de l'humanité. Mais dans tous les cas, la société humaine est instituée par référence à la figure d'un tiers, qu'il s'agisse des ancêtres ou de l'État. Et c'est ce qui la distingue du troupeau animal. J'aime beaucoup Chesterton en général, et surtout lorsqu'il dit « Il n'y a que les vaches qui vivent en parfaite économie, elles ne songent qu'à brouter ». Dès que l'homme arrive, ça devient plus compliqué. Dans les sociétés primitives, la loi immuable des ancêtres s'incarne dans un chef hiératique sans pouvoir propre. Mais l'égalité et la liberté dont jouissent ainsi leurs membres a pour revers la guerre contre les sociétés extérieures. En revanche, dans les sociétés marquées comme les nôtres par l'inégalité et la différenciation des positions sociales, le chemin qui mène des rapports de force aux rapports de droit suppose, comme l'a noté Freud, Freud le fait dans une lettre qu'il écrit à Einstein. Einstein écrit dans l'entre-deux-guerres à Freud en disant « Maître, dites-nous, est-ce que la violence est inhérente à l'être humain? Est-ce que c'est inévitable? On sort de cette guerre atroce. Et alors Freud prend l'exercice au sérieux. Je vous recommande la lecture de cette lettre de Freud. Et donc il écrit que le chemin qui mène des rapports de force aux rapports de droit suppose, je cite, le transfert de la force à une unité supérieure dont la cohésion est assurée par les liens affectifs de ses membres. Fin de citation. Alors pour un juriste, ça allume une sonnette tout de suite, parce que ces liens affectifs ne sont pas ignorés des juristes, puisque dans le sens premier du mot « société », c'est un mot, on a tellement pris l'habitude de s'en servir qu'on se demande comment on a pu faire pour s'en passer. Or, à peu près jusqu'au XVIIIe siècle, on s'en est très bien passé. Si on cherche la première occurrence, ou les premières occurrences du mot « société », on les trouve dans le digeste, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et dans le digeste, cette notion sert à distinguer d'une part une simple communauté de biens ou une indivision qui procède d'une interdépendance objective, sans intention de partager des gains et des pertes. On a hérité ensemble d'un bien, nous sommes co-indivisaires, bon. Il n'y a pas de société. Et d'autre part, le contrat de société qui procède d'une disposition d'esprit, d'une intention des parties de lier leur sort dans une entreprise commune qui sera source de bénéfices et de charges partagées entre des associés unis par un intérêt commun. Et c'est cela que les juristes appellent l'affectio societatis et Freud, les liens affectifs. Donc plus encore que le contrat de société du droit civil, une société politique, qu'elle soit nationale ou internationale, requiert, et c'est la seconde condition de la non-violence, la première étant le crédit de la parole, elle requiert une certaine affectio societatis, c'est-à-dire l'attachement de ses membres à un destin commun fondé sur une même représentation des droits et des devoirs de chacun, c'est-à-dire sur une même représentation de la justice. C'est pourquoi il est vain de prétendre fonder l'ordre juridique sur l'ordre économique. C'est quelque chose qu'observe déjà Kojève, bien avant le succès fabuleux de la doctrine Law and Economics, qui est devenue la doctrine de base dans beaucoup de facultés de droit. Kojève écrit « La justice, même d'équivalence, et le droit ne peuvent pas être obtenus à partir de l'économie par un simple processus d'abstraction ou de déduction, voire d'analyse. Le droit est autre chose que les interactions économiques régies par le droit. Il est une application à ces interactions d'une certaine idée de la justice. Et de même, l'ordre juridique ne peut être déduit ou se fondre sans reste dans l'ordre politique, dans la mesure où ce dernier repose sur des relations binaires de type ami-ennemi, gouvernant-gouverné ou dominant-dominé. Et c'est la méconnaissance de cette ternarité de l'ordre juridique qui a conduit aux errements de la sociologie lorsqu'elle prétend réduire le droit à un système de domination.
ou à ceux de l'analyse économique lorsqu'elle prétend le fonder sur de purs calculs d'utilité. À vrai dire, ces divagations savantes ne sont que l'un des symptômes de la crise institutionnelle sous-jacente à la montée de la violence dans le monde contemporain. Les racines de cette crise sont profondes, puisque les totalitarismes qui ont sévi durant le XXe siècle reposaient déjà sur une réduction des relations humaines à des rapports de force amis-ennemis entre groupes humains identifiés par leur race ou par leur classe sociale. L'un des traits communs du fascisme et du communisme fut ainsi de considérer le droit et l'État comme de purs moyens au service de la mise en œuvre des vraies lois de la nature révélées par la biologie raciale ou le socialisme scientifique. La fin de la Seconde Guerre mondiale a été marquée par ce qu'on pourrait appeler un sursaut dogmatique, c'est-à-dire par la prise de conscience, à la lumière de la catastrophe nazie, je cite la DUDH ici, qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. D'où la tentative de fonder l'ordre institutionnel international sur la coopération, le multilatéralisme, ainsi que sur la reconnaissance, à côté des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. C'est à ce sursaut que nous devons nos grandes organisations internationales, l'état actuel de la société internationale. Mais cet ordre international est en train de se décomposer sous nos yeux. La remise en cause de ce régime de droit est intervenue à partir de la conversion des régimes communistes à l'économie de marché. La loi, la démocratie, l'État et tous les cadres juridiques auxquels nous continuons de nous référer ont été depuis lors bousculés par la résurgence du vieux rêve occidental d'une harmonie fondée sur le calcul. Réactivé d'abord par le taylorisme et la planification soviétique, ce projet scientiste prend aujourd'hui la forme d'une gouvernance par les nombres qui se déploie sous l'égide de la globalisation. C'est très frappant, puisque je m'adresse à des gens épris de science, que le régime taylorien n'avait absolument pas affecté le travail des chercheurs. Bergson continuait à travailler comme avant, il a peut-être un téléphone, il prenait un transatlantique, mais enfin. Aujourd'hui, la gouvernance par les nombres qui s'applique à n'importe quel guichetier de banque ou une vendeuse qui va être évaluée en fonction du nombre d'entrées et de sorties avec ou sans marchandises, s'applique à l'évaluation de la recherche par les techniques de la bibliométrique, c'est-à-dire que plus personne n'échappe à ce mode de gouvernement. Donc la raison du pouvoir n'est plus à plutôt une instance souveraine transcendant la société, mais à des normes inhérentes à son bon fonctionnement. Vous retrouvez là le modèle biologisant. Prospère sur ces bases un nouvel idéal normatif qui vise la réalisation efficace d'objectifs mesurables plutôt que l'obéissance à des lois justes. Porté par la révolution numérique, ce nouvel imaginaire institutionnel est celui d'une société mise en pilotage automatique. Alors, le projet de réforme des retraites français, si vous voulez, je vous parle 1 heure de la réforme des retraites en France, mais c'est vraiment ce fantasme. Une fois pour toutes, jusqu'à la fin des temps, on définit un système et ça marchera quoi qu'il arrive, ça va s'ajuster. Il n'y aura plus à se poser la question politique des rapports entre les générations, de la diversité des métiers. Non, on règle tout une fois pour toutes, à jamais. Eh bien, ce nouvel imaginaire, c'est donc celui d'une société où la loi cède la place au programme et la réglementation à la régulation. Les dimensions économiques et technologiques de cet imaginaire se conjuguent pour disqualifier la ternarité inhérente à l'ordre institutionnel et ouvrir par là les vannes de la violence. En effet, le propre du néolibéralisme qui s'est déployé depuis 40 ans est de prétendre placer le droit lui-même sous l'égide de calcul d'utilité, alors que le libéralisme classique plaçait, pour moi, je donne toujours, je peux vous le dire, je donnais toujours à mes étudiants l'exemple pour leur expliquer ça, de la place du marché de Bruxelles. Pour qu'il y ait marché, il faut quand même qu'il y ait le travail organisé avec les maisons des corporations. Il y a le beffroi qui garantit les poids et mesures et le respect de la parole donnée. Donc, ce système de calcul qui est le marché, qui est bienfaisant, ne peut fonctionner que dans ce cadre, cet écrin institutionnel.
Aujourd'hui, on dit la loi elle-même doit être l'objet d'un calcul. Et tel est l'objet de la doctrine Law and Economics, qui s'efforce de ramener la définition ou l'évaluation de n'importe quelle règle à un calcul. Et cette doctrine a donné le jour à un certain nombre de théories et modèles que vous connaissez peut-être, puisqu'elles sont enseignées et mises en œuvre partout dans le monde. La théorie des jeux, la théorie des property rights, la théorie de l'agence, ou encore la New Comparative Analysis. Et ces théories ont des effets bien concrets, puisqu'elles ont servi, par exemple, à justifier la torture aux États-Unis. C'est le père de Law and Economics qui a écrit un article fameux disant « La torture est admissible si les enjeux sont assez élevés ». Donc vous voyez, vous avez le rapport direct entre un calcul d'utilité et le recours à la torture. Là, il y a disparition de la dogmatique de la dignité dont nous parlait François Host tout à l'heure. Ou bien à soumettre les dirigeants des entreprises, c'est moins grave, si on peut dire, au seul impératif de création de valeur pour les actionnaires, ou bien à émettre des droits à polluer, ou encore à instaurer un marché international du droit ouvert à la concurrence sociale, fiscale ou écologique. L'ordre normatif ainsi promu est purgé de toute référence à des valeurs incalculables, c'est-à-dire de tout impératif catégorique. Mais ce faisant, il ne préserve plus de la violence, car il ne remplit plus les deux conditions essentielles sans lesquelles il ne peut y avoir dans les relations humaines ni confiance ni solidarité, c'est-à-dire le crédit de la parole et l'affectio societatis. Alors, je vais vous donner simplement des exemples sur chacun de ces deux points. Sur la perte de crédit de la parole, prenez l'exemple d'une théorie promue par le courant Law Economics, c'est la théorie de l'efficient breach of contract. Je ne vais pas présumer que tout le monde la connaît. Selon cette théorie, l'allocation optimale des ressources économiques doit conduire à autoriser un contractant à ne pas remplir ses obligations lorsqu'il s'avère pour lui plus avantageux d'indemniser son co-contractant. Par exemple, si j'ai promis à monsieur le secrétaire perpétuel de lui vendre un médicament pour 1 000 € dont il a grand besoin, mais que François Host m'en propose 10 000, il est plus efficient que je ne respecte pas mon engagement, que je donne les médicaments pour 10 000, j'indemnise et j'empoche la différence. Donc tout le monde est censé être content. Vous voyez, c'est l'allocation optimale de la ressource. Ce qu'on perd en route, c'est la valeur de la parole. Bon. Le critère de jugement du comportement du contractant ne devrait donc pas être recherché dans la force obligatoire du contrat, mais dans l'optimisation financière. À la valeur dogmatique et donc inestimable de la parole donnée est substituée une valeur monétaire. Mais en remplaçant ainsi la règle pacta sunt servanda par celle de la maximisation des utilités des parties, on pense pouvoir nettoyer l'ordre contractuel de toute trace d'hétéronomie et à le boucler sur l'univers du calcul. Une telle conception s'attaque à ce qui fait le cœur même d'une société pacifiée, le crédit qu'on peut apporter à la parole. Or, cette théorie, elle a été largement mise en œuvre, notamment en droit du travail. Je pourrais vous en donner l'exemple, mais je vais vous épargner le temps, d'une réforme récente qui autorise la barémisation des indemnités de licenciement, c'est-à-dire qu'avant, on disait on va indemniser en proportion des préjudices subis, donc il y avait contestation devant le juge. Alors on dit ça, c'est pas efficace, il faut que l'employeur sache à l'avance combien ça lui coûte s'il viole la loi. Et comme ça, il pourra décider rationnellement. Donc la barémisation, c'est de dire, vous regardez le tarif, vous dites ça va me coûter tant, donc vraiment, comme il a vraiment une sale tête ou des opinions qui ne me reviennent pas, je le vire. Et lui, il sait qu'au maximum, il aura le maximum prévu dans le barème, donc il ne va plus voir le juge. Donc effectivement, il y a un effondrement du nombre du contentieux que l'on observe dans un tel système. Cette mise à l'écart du juge est une tendance lourde. Aux États-Unis, par exemple, elle se manifeste par la prolifération dans les contrats les plus usuels de consommation, pas seulement les contrats de travail, de clauses d'arbitrage qui privent la partie faible, le consommateur, le travailleur, le malade hospitalisé, la personne âgée dans une maison de retraite, de toute possibilité de recours au juge. Quant à l'arbitrage, il ne peut satisfaire aux critères d'impartialité dès lors qu'il devient lui-même l'objet d'un marché. Le coût considérable du recours à des arbitres est hors de portée de la partie faible, qui se retrouve ainsi entièrement soumise au pouvoir économique de la partie forte. Et la Cour suprême est devenue la gardienne intraitable de la validité de ces clauses qu'elle fonde sur la force obligatoire des contrats. Donc, je pourrais multiplier les exemples de cet effacement, de ces refoulements
de la figure du tiers et du juge. Quant au principe de solidarité et à l'affectio societatis qu'elle exprime, on sait qu'il a été l'une des principales cibles des théories économiques néolibérales. Selon Hayek, toutes les institutions fondées sur la solidarité procèdent, je cite, d'une idée atavique de justice distributive et ne peuvent conduire, je cite, qu'à la ruine de l'ordre spontané du marché fondé sur la vérité des prix et la recherche du gain individuel. Ainsi, selon lui, je le cite encore, la grande société fondée sur l'ordre du marché n'a que faire de la solidarité. Cette éviction de la solidarité au profit de pur calcul d'utilité a été notamment mise en œuvre par la théorie économique de l'agence. Cette théorie a servi à combattre la conception institutionnelle de l'entreprise qui s'était imposée dans le contexte des politiques du New Deal. Ainsi que le montraient James Burnham ou John Galbraith, le développement du capitalisme et l'essor technologique qui l'accompagnent ont rendu le monde économique trop complexe pour pouvoir être dirigé effectivement par les détenteurs des capitaux. Ces entreprises sont de facto, sinon de jure, entre les mains de ceux que Burnham nommait les managers et Galbraith la technostructure. Jusqu'au tournant néolibéral des années 80, le but premier poursuivi par ces managers n'a plus été la distribution de dividendes, mais la croissance de l'entreprise. Ils ont donc privilégié l'investissement et la politique salariale sur les intérêts des actionnaires. S'était ainsi imposée l'idée que l'entreprise serait une institution autonome dont la liberté d'action devrait être préservée aussi bien vis-à-vis des actionnaires que des salariés, moyennant le droit reconnu aux uns et aux autres de surveiller ensemble la façon dont les dirigeants s'acquittent de leurs tâches. L'expression juridique la plus achevée, c'est le modèle rénan de la Mitbestimmung. La théorie de l'agence a servi de base à la doctrine de la corporate governance, selon laquelle l'entreprise étant la propriété de ses actionnaires, ce qui juridiquement est absolument faux, puisque si on a une personne morale, elle n'est pas la propriété, c'est un sujet de droit. Mais à partir du moment où vous admettez que c'est la propriété des actionnaires, vous avez une entreprise marchandise. Et il convient d'inciter financièrement ses dirigeants à n'avoir pas d'autre objectif que la création de valeur à leur profit mutuel. Et ceci, alors ça a été conduit par des techniques, les vieilles techniques de la carotte sous forme de bonus, stock option, retraite chapeau, etc., et du bâton, plutôt pour les salariés, c'est-à-dire précarisation de l'emploi, insécurisation de et dans l'emploi. Mais en faisant ainsi de la performance financière le moteur de l'action des dirigeants des entreprises, la corporate governance a substitué le rendement à court terme à la rationalité technique dans la conduite de ces dernières. Au modèle de l'entreprise intégrée, hiérarchisée, pourvoyeuse de sécurité économique pour ses salariés, elle a substitué celui d'un réseau d'unités de production de création de valeur où chacun est mu par la maximisation de son propre intérêt. A ainsi été importée dans l'entreprise la culture de la compétition généralisée qui règne sur les marchés. Mais une fois plongées dans le temps instantané des marchés financiers, les entreprises perdent leur capacité d'entreprendre, laquelle exige de pouvoir se projeter dans le temps long d'une action collective. Et cette importation en leur sein des calculs d'utilité individuelle casse les ressorts de la solidarité propre à un ordre hiérarchique fonctionnel. Ce que je vous dis là, il y a beaucoup de grands dirigeants d'entreprise en sont absolument conscients aujourd'hui, de cet effet dévastateur du court-termisme et de la destruction des communautés de travail par une mise en compétition généralisée. En effet, à la différence d'une simple relation de pouvoir ou de domination, un ordre hiérarchique au sens précis du terme implique que les dirigeants soient comptables de la réalisation d'une œuvre collective au même titre et même davantage que leurs subordonnés. C'est le cas des entreprises en tant qu'institutions économiques qui ont besoin de la coopération de tous leurs salariés pour la réalisation d'une œuvre déterminée. Et dès lors que le seul but qu'on leur assigne est de faire de l'argent, et faire de l'argent c'est encore ne rien faire, et que les seuls moteurs de l'action individuelle y sont la cupidité ou la peur, l'ordre hiérarchique dégénère en un système de domination dont la seule règle est que le fort peut y opprimer le faible et où la seule chance de survie consiste pour les faibles à faire allégeance aux forts. Et c'est dans ce contexte culturel qu'il conviendrait d'envisager les multiples formes de violence qui s'exercent sur les salariés les plus vulnérables, à commencer par les femmes.
au lieu de ramener ça à des techniques comportementalisme et à des imputations purement individuelles. Vous avez des systèmes qui vont promouvoir la violence, l'écrasement du fait par le fort. J'en viens pour terminer à ma deuxième partie, qui sera plus courte, sur la métabolisation institutionnelle de la violence. La métabolisation de la violence, elle est au principe même de l'art du procès, qui est lui-même le noyau du phénomène juridique. J'ai toujours pensé que s'il fallait garder une seule matière dans les facultés de droit, ça devrait être la procédure. L'art d'agir rationnellement face à l'incertitude. Bon. L'art du procès, ça consiste à substituer au recours à la force un échange réglé de paroles dans le règlement d'un différend. Grâce à l'intervention d'un tiers impartial, qui a la charge de rendre à chacun le sien, le procès métamorphose un conflit potentiellement violent en un litige durant lequel seront échangés des arguments plutôt que des coups et qui sera tranché par un jugement s'imposant à tous. Le procès est ainsi le lieu d'une lutte. En termes savants, on dira qu'il a une dimension agonistique. Mais il s'agit d'un combat non violent, du moins dans ses formes contemporaines, qui exclut le recours aux ordalies ou à la torture pour administrer la preuve des faits contestés. Pour être juste, en effet, le jugement doit procéder d'une recherche de la vérité des faits allégués par les parties. Procéder doit s'entendre ici au sens fort des règles de procédure, qui, en garantissant l'exactitude des faits sur la base desquels la justice sera rendue, établissent une équivalence du vrai et du juste. Une décision fondée sur des erreurs ou des mensonges est en effet injuste, indépendamment même de la justice ou de l'injustice de la règle de fond appliquée par le juge. Et ainsi conçu, le procès préfigure l'arène démocratique en tant que lieu d'un échange réglé d'arguments entre des personnes placées sur un pied d'égalité, échange dont on attend qu'il puisse déboucher sur de justes décisions. La démocratie aussi a une dimension agonistique. C'est en organisant au sein d'une assemblée de paroles la confrontation de points de vue différents ou opposés sur ce qui est et sur ce qui doit être qu'elle confère à la loi sa légitimité. Il y a des pages admirables de Jean-Pierre Vernant sur l'invention de ce système. On fait cercle, le symbole du pouvoir Kratos est posé in mezzo, au milieu, et celui qui veut parler s'avance. Et quand il s'avance, le statut de sa parole change. Il n'est plus là pour défendre ses intérêts privés, mais pour tenter d'approcher ce qui serait l'intérêt commun. Au Parlement, comme dans le prétoire, une décision, pour être juste, doit d'abord être fondée sur des faits vrais. Et dans les deux cas, l'argumentation rationnelle est substituée à la force comme moyen d'imposer son point de vue. Autrement dit, dans les deux cas, le droit est le lieu d'une métabolisation de la violence. Il convertit des rapports de force en rapports de droit en permettant l'expression du conflit des intérêts ou des opinions entre des partis ou des partis, il y avait un petit jeu de mots, mais on ne peut le voir que par écrit, les partis au contrat ou les partis politiques, que ces règles de procédure placent sur un pied d'égalité. Dans les relations de travail, cette égalité est introuvable au plan individuel, l'une des parties se trouvant subordonnée à l'autre. Le pouvoir de direction qui est reconnu à l'employeur consacre sa position de force au plan économique et lui permet d'imposer sa volonté aux salariés. Si ce dernier considère sa situation injuste, son seul droit serait de démissionner. Pour le dire dans l'éclairante terminologie d'Albert Hirschman, étant juridiquement privé de voice, c'est-à-dire de droit à la parole, son seul moyen d'échapper à la force est l'exit, c'est-à-dire la démission. Mais cette issue est largement illusoire dès lors que le salarié n'a d'autre choix que de se soumettre pour assurer sa subsistance et celle des siens. Et la grande originalité du droit du travail a consisté à rétablir au plan collectif l'égalité introuvable au plan individuel en instituant des droits et libertés collectives qui acclimatent à la sphère économique la méthode démocratique inventée dans la sphère politique. Et cette acclimatation a donné lieu à un embryon de démocratie économique dont les trois piliers juridiques sont la liberté syndicale, la négociation collective et le droit de grève. Les deux premières permettent la tenue de diverses assemblées de parole qui, à l'instar de celles de la démocratie politique, visent à s'accorder sur des règles communes et à éviter ainsi le recours à la force,
tant du côté patronal que syndical. À cette différence près très importante toutefois, que ces assemblées de parole sont le lieu non de la délibération de règles d'intérêt général, mais de la négociation des termes quantitatifs de l'échange salarial, ce qui suppose un certain équilibre des forces entre les parties. D'où la nécessité du troisième pilier de la démocratie économique, le droit de grève, qui ne relève pas quant à lui de la technique des assemblées de parole, mais bien plutôt celui de la désobéissance civile, de l'action non violente, qui vise à établir un équilibre des forces sans lequel la négociation collective ne peut que dégénérer en soumission collective. Le droit de grève est ainsi l'équivalent dans la sphère économique du satyagraha tel que théorisé et pratiqué par Gandhi dans la sphère politique, c'est-à-dire le refus concerté de se soumettre à un ordre dont on dénonce l'injustice. Refus concerté, mais non violent. Deux techniques juridiques de métabolisation de la violence ont ainsi été inventées en droit du travail, la démocratie économique et la désobéissance civile. Et ces deux formes d'action non violente sont indissociables. Il n'est donc pas surprenant de constater que ces deux techniques sont elles aussi aujourd'hui remises en cause dans un ordre normatif qui a pour Grundnorm la maximisation des utilités individuelles. Prenons d'abord l'efficacité des assemblées de parole. Elle est ruinée dès lors que la démocratie est vidée de toute référence à un intérêt commun. Or, tel est l'objet et l'effet de l'assimilation de la démocratie à un marché des idées. Là aussi, François Host a évoqué ce point tout à l'heure. Or, cette assimilation de la démocratie à un marché des idées, elle a d'abord été avancée en économie par Ronald Coase, grand économiste, esprit brillant, sans culture juridique, pour donner une base économique à la liberté d'expression. Il l'a fait dans un article qui s'appelle « Économie du premier amendement ». Il dit au fond, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est une variété de marchés. Bon, mais alors que sur le marché des biens, on peut admettre un certain nombre de règles, il faut mieux que les produits alimentaires ne soient pas corrompus quand on les vend, donc on peut admettre. Sur le marché des idées, toute limitation est mauvaise. Eh bien, ce cause a été lu, médité, avant d'être mis en œuvre par la Cour suprême des États-Unis, qui a tiré de cette conception de la démocratie en 2010 toutes les conséquences logiques dans un arrêt célèbre, Citizens United. Cet arrêt établit une équivalence entre la valeur de la parole et la valeur monétaire. La Cour juge que toute limitation du financement des campagnes électorales par les grandes entreprises équivaudrait à une limitation de la liberté d'expression. Toute limite est mauvaise sur le marché des idées. Mais réduire ainsi la démocratie à un marché des idées revient à ignorer le statut spécifique des paroles échangées dans le débat démocratique. Il s'agit de paroles publiques qui doivent être animées par ce que les Grecs nommaient la parésia, le dire vrai, c'est-à-dire la recherche sincère de la définition du bien commun, aussi contradictoire que puissent être les représentations qu'en ont les orateurs qui s'affrontent. Ça peut être comme un peu dans une réunion d'universitaires soutenant des thèses différentes, ça peut être chaud. Mais ce qui nous échauffe, c'est que nous cherchons à approcher le vrai. Et dans la démocratie, on s'échauffe parce qu'on cherche à approcher ce qui sera le mieux pour tous. Si vous raisonnez en termes de marché des idées, c'est plus du tout ça le problème. Le forum politique devient une simple variété de marché sur lequel le problème est de conquérir des parts de marché électoral. Et alors, les dirigeants tentent à penser leur lien avec le démos en termes de communication. L'un des prophètes et des pionniers de cette façon de penser, c'est Edward Bernays, le neveu de Freud, qui a été le premier à théoriser les techniques du consentement, en usant de façon perverse d'ailleurs des thèmes de libération de la femme pour les amener à fumer, notamment. Si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter ça plus en détail. Mais il s'agit au fond, et non, surtout ce qu'on lui doit, c'est cette invention géniale. Avant, on parlait de réclame, de propagande, ce qui renvoyait à la propagation de la foi de l'Église. Et lui, il invente le terme technique de communication. Ça devient une technique. Et c'est cette combinaison de l'expertise
économique et de la technique de communication qui est aujourd'hui mise en œuvre. Mais elle ne suffit pas à créer l'affectio societatis, l'horizon commun nécessaire pour souder une communauté politique, en général et une démocratie en particulier. Et la disparition de cet horizon commun à toutes les catégories sociales fait ressurgir la lutte à mort entre l'ami et l'ennemi, entre eux et nous. Dans de très nombreux pays, dont les pays européens, ce n'est plus la promesse du progrès qui sert de moteur à la conquête ou la conservation du pouvoir, mais la peur du déclassement et la désignation de l'ennemi par des démagogues qui pratiquent ce que l'Oxford Dictionary a nommé en 2016 le post-truth politics, une politique de la post-vérité. Et cet ennemi a toujours la figure de l'autre, que cette altérité soit fondée sur le sexe, la couleur de la peau, la religion, l'origine. L'ennemi, une fois ainsi substantialisé, n'a plus de place légitime dans l'espace public et se trouve exclu du cercle du débat démocratique. Il ne s'agit plus de respecter sa liberté d'expression et de lui opposer des arguments, mais de le disqualifier et de le réduire au silence. D'où la dégradation du débat public en combat publicitaire et de communication. Reste alors un ultime recours avant la violence, et vous voyez que j'arrive à la fin, la désobéissance civile. Mais force est de constater que les droits reconnus à ce titre depuis la Seconde Guerre mondiale sont à leur tour remis en cause. C'est le cas du plus important d'entre eux, le droit de grève. Ce droit a été consacré par de très nombreux instruments régionaux ou internationaux. Sa reconnaissance résulte également de l'interprétation téléologique de la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale, qui confère à ces organisations le droit, je cite, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Jusqu'à une période récente, cette interprétation a fait consensus. C'était celle de la commission d'experts de l'OIT qui dit, puisqu'ils ont le droit de s'organiser leur activité et de formuler des revendications, ça veut dire qu'on reconnaît le droit de grève. Et c'est par exemple, à la suite d'une plainte en violation de cette convention, que la Pologne communiste a reconnu en 1989 le syndicat Solidarność. Or, ce consensus a été rompu en 2012 par la représentation des employeurs à l'OIT, qui a engagé une lutte frontale pour exclure la grève du périmètre des droits attachés à la liberté syndicale. En fait, cette attaque a fait suite à la condamnation en termes clairs par la commission d'experts de l'OIT de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, dans ses arrêts Laval et Viking, avait entendu interdire les grèves ayant pour objet de s'opposer au dumping social et aux délocalisations. À l'argument selon lequel l'impact de cette jurisprudence serait en pratique limité aux hypothèses où le conflit collectif a une dimension internationale, la commission d'experts avait répondu, je cite, que dans le contexte actuel de la mondialisation, de telles affaires risquent de devenir plus courantes, tant et si bien qu'une atteinte à la possibilité des travailleurs de ces secteurs de négocier réellement avec leurs employeurs sur les questions affectant leurs conditions de travail pourrait assurément se révéler dévastatrice. Ainsi, disait la Commission, je considère que la doctrine utilisée par ces jugements de la Cour de justice européenne est susceptible d'avoir un effet restrictif quant à l'exercice du droit de grève dans la pratique d'une manière qui est contraire à la Convention. Alors c'est ça qui a réveillé tout d'un coup les organisations patronales, parce que les gens en Europe ont dit « mais qu'est-ce que c'est ? Il existe un truc qui s'appelle l'OIT à Genève avec des conventions qui viennent perturber le fonctionnement harmonieux de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. » Donc l'organisation des employeurs à l'OIT s'est dit « nous allons bloquer cette interprétation ». Alors, ils l'ont fait, je vous résume l'affaire, en disant la commission d'experts, ce n'est pas un tribunal. Donc elle n'a pas à interpréter les conventions. Elle a juste à lire, puis lire les textes dans un pays donné, lire et elle doit faire un travail littéral. Ce n'est pas sans fondement comme critique, parce que de fait, ce n'est pas un tribunal. Et la réponse correcte serait de dire, eh bien, faisons appel à un tribunal, soit la Cour internationale de justice, soit mettons sur pied le tribunal qui est prévu dans la Constitution de l'OIT, c'est l'article 37 alinéa 2, qui prévoit l'instauration d'un tribunal, qui pourrait avoir une interprétation ayant une force normative à l'échelon mondial,
du contenu des conventions internationales du travail. Mais ça, l'Organisation des employeurs n'en voulait pas non plus. Pas de tiers. Là, on a vu à l'œuvre, c'est un autre exemple, hein, cette volonté d'effacer la figure d'un tiers pour l'interprétation des textes. Ce qui fait que le système de supervision des normes a été bloqué et qu'on n'a pas trouvé d'issue satisfaisante, c'est-à-dire que maintenant, les atteintes au droit de grève ne sont plus contrôlées au niveau international par l'OIT. Et cette affaire n'illustre pas seulement la remise en cause du droit de grève en tant que forme légitime d'action collective non violente dans le champ économique, elle illustre également la remise en cause typique de la pensée binaire de toute espèce de figure du tiers impartial. Les expériences totalitaires du XXe siècle ont montré où conduisait immanquablement cette érosion de la ternarité propre aux institutions, c'est-à-dire à un ordre régi par la force. La remise en question des droits à contester pacifiquement un ordre établi ne concerne pas seulement la grève, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je ne vais pas le faire, mais aussi d'autres formes d'action collective qui s'adressent au-delà des travailleurs à tous les citoyens, tels que le boycott, la mise à l'index ou les manifestations de rue. Susceptibles de dépasser les frontières et de fédérer des catégories sociales hétérogènes, pas seulement des salariés, mais aussi des indépendants, pas seulement des travailleurs, mais aussi des consommateurs, et puis pas seulement des Français, mais aussi des Belges, etc. Ces différentes formes d'action connaissent un remarquable essor aujourd'hui, notamment en matière écologique. Elles sont fondées sur la liberté d'expression et participent donc de la vie démocratique. Mais comme en matière de grève, la tendance générale est à la réduction ou à la répression de ces formes de contestation pacifique de l'ordre établi, avec bien sûr des variations considérables d'un pays à l'autre. Par exemple, le boycott est considéré en principe comme un droit en Allemagne et en principe comme un délit en France. Mais partout dans le monde, les manifestations sont réprimées avec une brutalité croissante, propre à dissuader le recours à des moyens pacifiques, mais susceptible d'encourager le recours à la violence comme le seul mode de contestation efficace. Je pourrais vous faire une carte, si j'avais eu le soin d'avoir des images, avec un map monde où vous verriez tous les pays des derniers mois où il y a eu des manifestations violentes réprimées dans le sang. Pour conclure, je pourrais laisser la parole à l'immortel Pierre Dac. Je ne sais pas si Pierre Dac est suffisamment connu en Belgique. Donc, selon Pierre Dac, un ordre établi par la force est un établissement de dernier ordre. Eh bien, le problème n'est pas en effet de savoir si un gouvernement peut user de la force pour faire taire la contestation. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le problème est de comprendre les conditions sous lesquelles, je cite ici Rousseau, la force se transforme en droit et l'obéissance en devoir. La réponse à cette question juridique de base se trouve dans un opéra de Mozart, L'enlèvement au sérail, tel que l'a brillamment analysé mon ami et collègue Clemens Pornschlegel. Vous le savez tous, cet opéra met en scène le pacha Sélim et la belle Constance, sa nouvelle et fraîche captive. Sélim la désire, elle est à sa merci, il pourrait la contraindre, user de la force, mais ça serait commettre une injustice. Il essaie de la convaincre, mais elle résiste. Et donc son choix, c'est soit de commettre cette injustice, soit de la libérer. Et il décide de la libérer parce qu'il ne pourrait pas commettre cette injustice sans ruiner sa position souveraine. Et c'est pourquoi il la libère à la fin du drame. Ça veut dire qu'un gouvernant qui refuse d'entendre la dénonciation de l'injustice, qui cède à l'hubris de sa puissance, faute de se limiter lui-même, suscite la violence en retour et trouvera nécessairement sa limite hors de lui. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à Alain Suppiot, bien sûr. Il n'est pas de tradition dans cette séance inaugurale que nous procédions à des questions-réponses. En revanche, je vous suggère de lutter contre la violence en développant notre affectio societatis, c'est-à-dire en allant prendre un verre au premier étage, qui sera une occasion d'aborder le thème de ce soir. Merci encore pour votre présence et merci à Alain Suppiot surtout.